Ma femme, diplômée d'une des plus grandes écoles de commerce, m'a traité de décrocheur devant tout le monde. Lors de la fête pour sa promotion, elle a déclaré que je devais lui vendre mon entreprise. Son père a approuvé. Je suis parti en silence. Mais le lendemain matin, quand ils sont arrivés pour prendre le contrôle, ma femme se tenait au pupitre de la salle de bal de l'hôtel Le Grand Panorama, une coupe de champagne à la main, son MBA d'HEC Paris pratiquement incandescent derrière elle sur l'écran de projection. Elle était magnifique ce soir-là, confiante dans sa réussite, entourée de 200 de ses plus proches collègues et membres de sa famille, célébrant sa promotion au poste de vice-présidente principale. Et elle s'apprêtait à m'humilier publiquement d'une manière que je n'oublierai jamais. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, dit Caroline, sa voix empreinte de ce ton de condescendance si particulier que j'avais appris à reconnaître au cours de nos 8 années de mariage. Surtout mon père, Richard, qui m'a appris qu'en affaires, il faut savoir quand limiter ses pertes. Elle marqua une pause pour créer un effet, et je sentis mon estomac se nouer, car je savais ce qui allait suivre. J'avais entendu des variantes de ce discours dans notre cuisine, dans notre chambre, murmurer à sa mère autour d'un verre de vin, mais jamais en public, jamais devant toutes nos connaissances. Mon mari, Julien, assis juste là, elle me pointa du doigt et 200 têtes se tournèrent pour me dévisager. Il a abandonné l'université pour lancer ce qu'il appelle une entreprise, une petite société de logiciels qu'il dirige depuis notre garage. Et honnêtement, il est temps que quelqu'un dise ce que nous pensons tous. Elle est en train d'échouer, Julien. Ton mignon petit projet de codage est en train de couler, et il ternit le nom de notre famille. Le silence se fit dans la salle. Pas le silence respectueux d'un moment émouvant, mais le silence gêné de personnes assistant à une scène dont elles n'auraient pas dû être témoins. Alors, ce soir, je fais une annonce, poursuivit Caroline, et je vis son père, Richard, hocher la tête en signe d'approbation depuis sa table. Demain matin, mon père et moi nous rendrons au bureau de Julien. Nous allons lui faire une offre pour racheter son entreprise. Non pas parce qu'elle a de la valeur, mais parce que quelqu'un doit abréger ses souffrances avant qu'il ne nous embarrasse davantage. Richard se leva, levant son verre. À Caroline, qui a toujours su gérer les situations difficiles avec grâce et intelligence. La salle éclata en applaudissements. Je restais assis là, mon steak intact qui refroidissait dans mon assiette, regardant ma femme accepter les félicitations pour son plan visant à m'humilier encore plus. Personne ne me regarda. Personne ne me demanda si j'allais bien. J'étais juste le mari décrocheur de Caroline, l'échec qui devait être géré comme un mauvais investissement. Je me levai tranquillement, posai ma serviette sur la table et sortis de cette salle de bal sans dire un mot. Caroline ne remarqua même pas mon départ avant que je ne sois déjà dans mon camion, m'éloignant de l'hôtel Le Grand Panorama, de sa fête de promotion, de 8 années à étouffer lentement sous le poids de son mépris. Ce que Caroline ne savait pas, ce que son MBA d'HEC Paris ne lui avait pas appris, ce que l'expérience en affaires de son père ne pouvait prédire, c'est que le lendemain matin, lorsqu'ils arriveraient à mon bureau dans le garage en s'attendant à trouver un raté désespéré prêt à vendre, ils allaient découvrir exactement ce qui se passe quand on sous-estime un décrocheur. Je m'appelle Julien Morin, et voici l'histoire de comment ma femme diplômée d'une grande école a tenté de détruire mon entreprise et a fini par détruire tout ce qu'elle avait construit. Si vous êtes déjà captivé par cette histoire de vengeance et de rédemption, faites-moi une faveur dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez un commentaire ci-dessous pour me raconter une fois où quelqu'un vous a sous-estimé, et pulvérisez ce bouton « J'aime ». Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. 8 ans plus tôt, j'avais rencontré Caroline dans un café près du campus de la Sorbonne. J'avais 24 ans et je travaillais sur le code de ce qui allait devenir mon entreprise. Elle en avait 23, terminait son MBA à HEC Paris mais visitait la région parisienne pour la saison des recrutements. Le courant est passé immédiatement. Elle était brillante, ambitieuse, déterminée. J'étais passionné par la technologie, par le fait de construire quelque chose à partir de rien, de changer la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations. Tu n'es pas comme les autres types de la tech, m'avait-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Toi, tu écoutes vraiment. Tu as une vision d'ensemble. J'étais tombé éperdument amoureux. Je l'ai demandé en mariage au bout d'1 an. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une cérémonie payée par ses parents, car ma société de logiciels n'en était qu'à ses balbutiements et atteignait à peine le seuil de rentabilité. Richard avait fait un discours à notre mariage, disant sa fierté que sa fille ait trouvé quelqu'un avec du potentiel, même si je n'avais pas terminé mon diplôme d'informatique à l'université Paris-Saclay.
Parfois, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ne suivent pas le chemin traditionnel, avait-il dit. Tout le monde avait ri comme si c'était un compliment, mais j'avais entendu le sous-entendu, « Tu n'es pas assez bien pour ma fille, mais elle t'a choisi, alors nous ferons avec. » Les premières années ne furent pas mauvaises. Caroline gravit les échelons chez Financière Dubois, une énorme société d'investissement où son père avait des relations. Je travaillais 80 heures par semaine pour bâtir mon entreprise, Solutions Sommet, à partir de zéro. Nous étions spécialisés dans les logiciels de planification des ressources d'entreprise, et dans les sociétés de taille moyenne à rationaliser leurs opérations. Rien de séduisant, rien qui ne ferait les gros titres, juste un logiciel solide et pratique qui résolvait de vrais problèmes. Mais à mesure que la carrière de Caroline s'accélérait, la mienne semblait stagner à ses yeux. Elle rentrait en parlant de contrats de plusieurs millions d'euros, de clients internationaux, de promotions accompagnées de bureaux d'angle et de places de parking pour la direction. Je rentrais en parlant de débogage de code, du fait d'avoir enfin décroché un client dans la Creuse, du travail lent et peu glamour que représente la construction de quelque chose de durable. « Julien, quand vas-tu grandir ?» m'avait-elle demandé environ 2 ans après notre mariage. « Quand vas-tu arrêter de jouer dans le garage et trouver un vrai travail ?» C'est un vrai travail, Caroline. Nous avons eu 12 nouveaux clients le trimestre dernier. 12, avait-elle ri. J'ai conclu hier un accord d'une valeur supérieure au chiffre d'affaires annuel de toute ton entreprise. C'est devenu la norme. Chaque conversation se transformait en comparaison. Chacune de mes réussites était éclipsée par l'une des siennes. Chaque fois que j'essayais de partager mon enthousiasme pour une avancée ou un nouveau contrat, elle me rappelait que je n'étais que le décrocheur qui jouait avec des ordinateurs pendant qu'elle bâtissait une vraie carrière. Son père était pire. Richard Dubois avait fondé sa propre société d'investissement à partir de rien, et il ne laissait personne l'oublier. Il s'asseyait à notre table pour le dîner, pontifiant sur la stratégie commerciale, les tendances du marché, l'importance d'une bonne éducation et de diplôme. Et il me regardait comme si j'étais une œuvre de charité que sa fille avait recueillie. « Julien, as-tu déjà envisagé de retourner aux études ?» m'avait-il demandé pendant le dîner de Thanksgiving il y a 3 ans. Finis ce diplôme. Poursuis peut-être même un MBA comme Caroline. Donne-toi une certaine crédibilité dans le monde des affaires. Je construis une entreprise, Richard. Le diplôme n'a pas d'importance quand on crée de la valeur. Tout a de l'importance quand on essaie d'être pris au sérieux, avait-il répliqué, découpant sa dinde avec la précision d'un homme qui avait passé sa vie à briser les rêves des gens. Les diplômes ouvrent des portes. Ce que tu fais, c'est juste espérer que les portes restent déverrouillées. Caroline avait hoché la tête, approuvant son père comme toujours. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre mariage était en péril. Non pas parce que nous étions en désaccord, mais parce qu'elle avait cessé de me voir comme un partenaire pour me considérer comme un projet à réparer. Les critiques devinrent constantes. Mon entreprise ne se développait pas assez vite. Mes décisions n'étaient pas assez stratégiques. Mon refus d'embaucher sur la base des recommandations de son père n'était pas une bonne pratique commerciale. Chaque conversation devenait une occasion pour elle de souligner mes échecs, de me rappeler que pendant qu'elle prospérait dans le vrai monde des affaires, je survivais à peine dans mon garage. « Tu sais quel est ton problème ?» m'avait-elle dit 6 mois plus tôt, après que j'ai refusé une autre suggestion de son père de faire appel à des investisseurs extérieurs. « Tu es trop fier pour admettre que tu as besoin d'aide. » Les vrais hommes d'affaires savent quand accepter l'aide de personnes qui comprennent réellement comment les choses fonctionnent. Les vrais hommes d'affaires savent aussi quand quelqu'un essaie de prendre le contrôle de leur entreprise, avais-je répondu. Elle m'avait regardé avec une expression proche de la pitié. « Julien, personne ne veut prendre le contrôle de ton entreprise. Crois-moi, il n'y a rien qui en vaille la peine. » Cette conversation avait été le tournant. J'avais cessé de partager quoi que ce soit sur Solutions Sommet avec Caroline. J'avais arrêté de lui parler des nouveaux clients, des nouveaux contrats, des nouveaux développements. Je l'ai laissé penser ce qu'elle voulait de ma petite entreprise de garage en faillite, pendant que je me concentrais sur la construction de quelque chose de concret. Ce que Caroline ne savait pas, ce que je lui avais délibérément caché au cours des 6 derniers mois, c'est que Solutions Sommet n'était pas du tout en train d'échouer. En fait, nous étions sur le point de réaliser quelque chose d'énorme. Le matin après sa fête de promotion, je me suis réveillé à 5 heures dans mon bureau. J'avais passé la nuit sur le canapé dans le coin, ne voulant pas rentrer à la maison, ne voulant pas affronter l'expression triomphante de Caroline.
Mon partenaire commercial, Thomas Durand, m'avait envoyé un texto vers minuit, j'ai vu la vidéo. Ta femme l'a postée sur ses réseaux sociaux. Mec, je suis désolé, mais souviens-toi de ce qui se passe demain à 10 heures. Laisse-les venir. J'avais souri à ce texto. Thomas avait été mon colocataire à l'université Paris-Saclay avant que j'abandonne pour me consacrer à Solutions Sommet. Il était resté, avait terminé son diplôme, puis m'avait rejoint quand même, car il croyait en ce que nous construisions. Au cours des 6 derniers mois, nous avions été en négociation avec une grande entreprise française. Il voulait acheter notre technologie, plus précisément notre algorithme propriétaire qui optimisait la gestion de la chaîne d'approvisionnement d'une manière qu'aucun autre logiciel ne pouvait égaler. L'offre était substantielle, bien plus que quiconque ne le savait, à l'exception de Thomas et moi. Nous avions gardé le secret, attendant que les contrats soient finalisés, que les avocats terminent leur travail. Et aujourd'hui, à 10 heures précises, exactement au moment où Caroline et son père prévoyaient d'arriver à mon garage pour faire leur offre de rachat insultante, j'avais un appel vidéo de prévu avec l'équipe d'acquisition pour signer les documents finaux. Le timing était presque trop parfait. À 9h30, j'ai entendu la Mercedes de Caroline entrer dans l'allée, suivie par la Lexus de son père. J'étais assis à mon bureau, ordinateur portable ouvert, appel vidéo prêt. Thomas était à côté de moi, et notre avocate, Jennifer Rousseau, était en attente. Caroline est entrée la première, suivie de Richard. Ils avaient tous les deux l'air d'assister à un enterrement, ce qui, je suppose, était le cas dans leur esprit, l'enterrement de mon entreprise en faillite. Julien, dit Caroline, sa voix portant le même ton condescendant que la veille, nous devons parler de l'avenir de ton entreprise. Vraiment, demandai-je sans lever les yeux de mon écran. Richard se racla la gorge. Mon garçon, nous sommes là pour t'aider. Caroline m'a parlé de ta situation financière, de tes difficultés. Nous en avons discuté, et nous sommes prêts à te faire une offre. Nous rachèterons Solutions Sommet, paierons tes dettes, te donnerons assez pour repartir à zéro. Peut-être retourneras-tu à l'école, finir ce diplôme. Comme c'est généreux, dis-je en les regardant enfin. Quelle est votre offre? Caroline sortit un dossier, le posant sur mon bureau comme si elle me remettait un document officiel. Nous offrons 230 000 €. C'est plus que juste, compte tenu de tes revenus actuels et du fait que tu n'as jamais réalisé de véritable profit. Je pris le dossier, jetai un coup d'œil aux conditions qu'ils avaient rédigées sans ma participation, sans mon accord, sans même me demander si j'étais intéressé par la vente. Ils avaient simplement supposé que j'étais assez désespéré, assez brisé, assez raté pour accepter les miettes qu'ils me jetaient. C'est donc votre offre, dis-je. 250 000 pour une entreprise que j'ai bâtie pendant 8 ans. Julien, sois réaliste, dit Richard. Ton entreprise vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour elle. Et en ce moment, nous sommes les seuls à vouloir payer quoi que ce soit. Vraiment? Je souris, et je vis l'expression de Caroline vaciller de confusion. Thomas, quelle heure est-il? 10h moins 2, répondit Thomas depuis son bureau dans le coin. Parfait. Je tournai mon écran d'ordinateur portable vers eux. Voyez-vous, le fait est que vous n'êtes pas les seuls intéressés par ma petite entreprise de garage en faillite. En fait, dans environ 2 minutes, je vais avoir un appel vidéo avec l'équipe d'acquisition de Pontec Innovation. Le visage de Caroline devint blême. Pontec? Vous parlez du grand Pontec? Exactement, confirmai-je. Vous savez, cette grande entreprise avec laquelle votre cabinet a essayé de s'associer l'année dernière? Celle qui a refusé Financière Dubois parce que votre proposition n'était pas assez innovante. Richard fixait l'écran. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, dis-je alors que la notification de l'appel vidéo apparaissait, c'est que Pontec négocie l'acquisition de Solutions Sommet depuis 6 mois. Ils veulent notre algorithme propriétaire d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, et ils sont prêts à payer beaucoup plus que votre offre insultante de 230 000 €. Je cliquai sur « Accepter » pour l'appel vidéo. 3 visages apparurent à l'écran, le PDG de Pontec, leur directeur financier et leur responsable des acquisitions. « Bonjour, Julien, dit le PDG. Sommes-nous prêts à finaliser? Absolument, répondis-je. Mon avocate a tout examiné. Nous pouvons procéder. Caroline était figée, regardant pendant que je signais des documents numériques, que des chiffres apparaissaient à l'écran,
que la réalité de ce qui se passait s'imposait enfin. Le prix d'acquisition était de 44 millions d'euros, non pas pour l'ensemble de l'entreprise, dû pour une participation de 60%, moi restant en tant que directeur de la technologie et conservant le contrôle créatif. Quand l'appel se termina 20 minutes plus tard, Caroline et Richard étaient toujours là, immobiles, leur offre de rachat insultante oubliée sur mon bureau. 44 millions d'euros, murmura Caroline. Ton entreprise vaut 44 millions d'euros. Apparemment plus que ça, dis-je. Ils nous ont évalués à 72 millions d'euros au total. Je conserve 40% et un poste garanti avec une autonomie complète, plus des primes de performance liées aux résultats de la technologie dans leur écosystème. Le visage de Richard était devenu rouge. Comment? Comment est-ce possible? Tes sources de revenus, ta base de clients, rien de tout cela n'a de sens. Cela a parfaitement du sens si vous aviez réellement compris la technologie au lieu de simplement supposer que j'étais un raté, dis-je. Solution Sommet n'a pas de revenus massifs parce que nous étions en phase de développement. Nous construisions quelque chose de révolutionnaire, quelque chose dont toutes les grandes entreprises de la chaîne d'approvisionnement au monde auront besoin. Pontec l'a vu. Ils ont compris ce que nous créions. Vous n'avez vu qu'un décrocheur dans un garage. Caroline s'effondra sur une chaise, son monde soigneusement construit s'écroulant visiblement. Julien, je ne savais pas. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai arrêté de te dire quoi que ce soit il y a 6 mois, répondis-je. Chaque fois que j'essayais de partager ce qui se passait avec l'entreprise, tu le rejetais, tu te moquais, tu me rappelais que je ne faisais que jouer pendant que tu bâtissais une vraie carrière. Alors, j'ai arrêté de partager. Je me suis concentré sur le travail pendant que tu te concentrais à me mépriser. Mais pourquoi n'as-tu rien dit, demanda-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux. Hier soir, à ma fête, tu es resté assis là pendant que tu m'humiliais devant 200 personnes, terminai-je. Oui, je suis resté assis là. Je t'ai écouté annoncer ton plan pour racheter mon entreprise en faillite, pour abréger ses souffrances. J'ai écouté ton père porter un toast à ta capacité à gérer les situations difficiles, c'est-à-dire moi. Et tu sais ce que j'ai réalisé, Caroline? Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage parfaitement maquillé. J'ai réalisé que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu as aimé l'idée de me réparer, de me modeler en quelque chose que ton père approuverait. Mais tu n'as jamais aimé Julien Morin, le décrocheur qui croyait pouvoir construire quelque chose de significatif. Tu as aimé le projet, le cas à redresser, l'œuvre de charité. Richard tenta de se reprendre. Julien, soyons rationnels. Tu es sous le coup de l'émotion, ce qui est compréhensible, mais pense à ce que cela signifie pour ton mariage, pour ta famille. Mon mariage s'est terminé hier soir quand ma femme a publiquement déclaré que je ne valais rien, dis-je. Et pour ce qui est de la famille, je vais construire celle que j'aurais dû avoir. Des gens qui croient en moi, qui me soutiennent, qui ne mesurent pas ma valeur en diplôme d'HEC et en titre d'entreprise. Je sortis une enveloppe que j'avais préparée la veille, la glissant vers Caroline. Les papiers du divorce. Je dépose la demande aujourd'hui. Tu auras ce que le contrat de mariage stipule, ce qui, considérant que je n'avais rien quand nous nous sommes mariés et que tu as passé 8 ans à me dire que j'étais un échec, ne devrait pas faire l'objet de beaucoup de débats. Julien, s'il te plaît, dit Caroline en tendant la main vers la mienne. Nous pouvons surmonter ça. J'ai fait une erreur. J'essayais juste d'aider. Aider? Je ris en retirant ma main. Caroline, tu n'essayais pas d'aider. Tu essayais de contrôler, de gérer, de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. Eh bien, félicitations. À force de me gérer, tu m'as complètement sorti de ta vie. Thomas se racla la gorge dans le coin. Julien, l'équipe de Pontec veut organiser un dîner de célébration ce soir. Ils arrivent de Lyon en avion. Tu devrais probablement te préparer. Je me levai, rassemblant mes affaires. Oui, faisons ça. Ce sera agréable de passer une soirée avec des gens qui respectent vraiment ce que j'ai construit. Alors que je me dirigeais vers la porte, Caroline lança un dernier appel. Que suis-je censé dire aux gens? Tout le monde a vu cette vidéo. Tout le monde sait ce que j'ai dit. Je me retournai, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Dis-leur la vérité, Caroline. Dis-leur que c'est toi qui as échoué. Pas en affaires, pour ça, tu es doué. Mais dans le mariage,
dans le partenariat, dans ta capacité à voir la personne juste en face de toi pour ce qu'elle est vraiment. Dis-leur que ton MBA d'HEC ne t'a pas appris la leçon la plus importante, ne jamais sous-estimer les personnes que l'on est censé aimer. Les semaines suivantes furent chaotiques, mais d'un chaos positif, celui qui vient du succès plutôt que de l'échec. L'acquisition par Pontech fit les gros titres de l'industrie technologique. Un ancien décrocheur de Paris-Saclay vend son entreprise pour 44 millions d'euros, titrait un article. Révolution de la chaîne d'approvisionnement, comment Solutions Sommet a changé la donne, lisait-on dans un autre. Caroline tenta de m'appeler des dizaines de fois, mais je ne répondis jamais. Son père essaya d'organiser des réunions par des intermédiaires, espérant probablement sauver une sorte de relation d'affaires. Je déclinai chaque demande. Mon avocate, Jennifer, s'occupa de toutes les communications concernant le divorce. Elle conteste le contrat de mariage, m'informa Jennifer lors d'une de nos réunions. Elle prétend que tu as caché des actifs, que tu as délibérément dissimulé la vraie valeur de l'entreprise. Je n'ai rien caché, dis-je. J'ai juste arrêté de partager parce qu'elle avait arrêté d'écouter. Cela ne tiendra pas la route pour elle. J'ai la preuve de chaque fois où elle a publiquement dénigré ton entreprise, y compris cette vidéo de sa fête de promotion. Il est assez clair qu'elle n'avait aucune foi en Solutions Sommet. Elle ne peut pas prétendre mériter une part de quelque chose qu'elle a activement tenté de détruire. Le divorce fut finalisé 3 mois plus tard. Caroline n'obtint rien de la vente car le contrat de mariage était en béton et l'entreprise m'appartenait entièrement, construite avant et pendant notre mariage sans aucune contribution financière de sa part. Elle tenta de faire valoir que son soutien émotionnel comptait comme une contribution, mais le juge ne fut pas sympathique, surtout après avoir visionné la vidéo de son discours à la fête de promotion. Madame Morin, avait dit le juge, vous ne pouvez pas passer des années à déclarer publiquement qu'une chose ne vaut rien pour ensuite prétendre qu'elle a de la valeur seulement après que quelqu'un d'autre l'ait reconnue. Ce n'est pas comme ça que la contribution fonctionne. J'appris par des connaissances communes que la promotion de Caroline chez Financière Dubois avait été discrètement révoquée. Il s'avéra qu'humilier publiquement son conjoint dans une vidéo virale n'était pas excellent pour l'image de l'entreprise. La société d'investissement de Richard perdit plusieurs clients qui n'appréciaient pas la manière dont il avait tenté de forcer la main à un entrepreneur à succès. Le karma, semblait-il, avait le sens de l'humour. Thomas et moi organisâmes une fête 6 mois après l'acquisition, célébrant l'intégration de Solutions Sommet dans les opérations de Pontech. Notre algorithme était utilisé par 200 entreprises dans le monde, révolutionnant la gestion de leur chaîne d'approvisionnement. La technologie que j'avais construite dans mon garage était en train de changer toute une industrie. Tu te souviens quand ils nous ont offert 230 000 €, dit Thomas en levant sa bière. Le meilleur refus de ta vie. Le deuxième meilleur, corrigeai-je. Le meilleur refus a été quand j'ai cessé d'accepter la version de Caroline de ce que j'étais censé être. À cette même fête, je rencontrai Sarah Martin, une investisseuse en capital risque spécialisée dans les entreprises technologiques en phase de démarrage. Elle était brillante, drôle et sincèrement intéressée par le travail lui-même plutôt que par l'argent qu'il générait. Nous parlâmes pendant des heures de technologie, de création d'entreprise, de l'importance de croire en quelque chose même quand tout le monde vous dit que vous êtes fou. J'ai entendu parler de ce que ton ex-femme a fait, dit Sarah. Cette vidéo de la fête de promotion a fait le tour des cercles d'investissement. Les gens étaient choqués. Le sont-ils encore? Non. Maintenant, ils l'utilisent comme une mise en garde sur la reconnaissance de la valeur. Sur le fait que les entreprises les plus révolutionnaires ont souvent l'air peu impressionnantes de l'extérieur. Sur le fait que les diplômes ne sont pas synonymes de sagesse. Nous commençâmes à sortir ensemble peu après cette fête. Sarah ne me demanda jamais pourquoi j'avais abandonné l'université Paris-Saclay ou si je regrettais de ne pas avoir obtenu mon MBA. Elle se souciait de ce que je construisais, de là où j'allais, de la personne que je devenais. 1 an après l'acquisition, je fus invité à prendre la parole lors d'une conférence technologique à Paris. Le sujet était « Construire malgré les sceptiques ». J'ai failli refuser, ne voulant pas transformer le désastre de mon mariage en une opportunité de discours, mais Thomas me convainquit que l'histoire devait être racontée. Les gens ont besoin d'entendre ça, Julien. Pas seulement pour l'argent ou le succès, mais pour le fait de rester fidèle à sa vision quand tout le monde autour de vous dit que vous avez tort. C'est ce que l'innovation exige réellement. Alors, j'y suis allé. Et alors que je me tenais sur cette scène,
regardant 500 personnes venues entendre parler de la création d'entreprises contre vent et marée, je partageais toute l'histoire. Le garage, le doute, le mépris, la fête de promotion, le divorce, tout. Mon ex-femme avait un MBA d'HEC, dis-je vers la fin de mon discours. Elle avait toutes les qualifications, tous les avantages, toutes les raisons d'être confiante en son jugement. Et elle était absolument certaine que mon entreprise ne valait rien. Elle en était certaine parce qu'on lui avait appris que le succès a une certaine apparence, que la valeur vient de qualifications spécifiques, que les gens sans ces marqueurs ne pouvaient pas construire quelque chose d'important. Je marquai une pause, laissant cela s'imprégner. Mais voici ce que son MBA d'HEC ne lui a pas appris, la disruption n'a jamais l'air impressionnante au début. L'innovation ne suit pas les manuels traditionnels. Les entreprises les plus précieuses de l'histoire ont commencé dans des garages, des chambres d'étudiants et de petits ateliers étranges, parce que c'est là que les gens vont quand ils construisent quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne correspond pas aux anciens modèles, aux anciennes hypothèses, aux anciennes façons de mesurer la valeur. Après le discours, des dizaines de personnes vinrent partager leurs propres histoires. Des entrepreneurs qui avaient été méprisés par leurs conjoints, leurs parents, leurs amis. Des gens qui avaient abandonné leurs études, qui n'étaient jamais allés à l'université ou qui avaient choisi des chemins non conventionnels. Des gens à qui on avait dit qu'ils perdaient leur temps, leur potentiel, leur vie. Vous m'avez donné la permission d'arrêter de m'excuser, dit une jeune femme, les larmes aux yeux. Je me suis rabaissé parce que ma famille pense que ma start-up est une blague. Mais vous avez raison. Leur diplôme ne signifie pas qu'ils comprennent ce que je construis. Cette conversation me rappela pourquoi j'avais accepté de parler en premier lieu, non pas pour me vanter de mon succès ou pour embarrasser davantage Caroline, mais pour dire à tous ceux qui avaient déjà été sous-estimés qu'ils n'étaient pas fous, que leur vision comptait, que les diplômes, les pédigrés et les marqueurs traditionnels de succès ne déterminent pas qui construira l'avenir. 3 ans après l'acquisition, la technologie de solutions Sommet était utilisée dans plus de 1000 entreprises dans le monde. Pontec m'avait promu au poste de directeur de l'innovation, me donnant les ressources pour développer de nouvelles technologies. Ma valeur nette personnelle avait considérablement augmenté grâce aux options d'achat d'actions et aux primes de performance. Mais la vraie victoire n'était pas l'argent, les titres ou le succès. C'était la liberté d'être exactement qui j'étais sans m'excuser, sans m'expliquer, sans essayer de correspondre à la définition de la valeur de quelqu'un d'autre. Sarah et moi nous sommes fiancés sur une plage de la Côte d'Azur. Pas de fête chic, pas de pression, juste 2 personnes qui s'étaient trouvées après avoir appris ce dont elles avaient réellement besoin chez un partenaire. En fait, c'est elle qui m'a demandé en mariage, ce qui semblait approprié étant donné que toute notre relation s'était construite sur le rejet des attentes traditionnelles. Tu sais, je n'ai pas de MBA, ai-je plaisanté quand elle a sorti la bague. Tant mieux, avait-elle répondu. Je ne veux pas de quelqu'un qui pense que le succès vient en suivant des formules. Je veux quelqu'un qui construit son propre chemin. Quelqu'un d'assez courageux pour être sous-estimé et de continuer à avancer. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire que Caroline s'était remariée avec un autre cadre de financière du bois, quelqu'un avec les bonnes qualifications, le bon parcours, le bon pédigré. J'espérais sincèrement qu'elle était heureuse, qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Notre mariage avait été une erreur pour nous deux, mais de différentes manières. Mon père m'appela quelques mois après les fiançailles pour me dire qu'il était fier. Pas fier de l'argent ou du succès, mais fier que je sois resté fidèle à moi-même. Mon fils, tu aurais pu retourner à l'école quand tout le monde te mettait la pression. Tu aurais pu obtenir ce MBA, jouer le jeu que tout le monde voulait que tu joues. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es fait confiance même quand cela t'a tout coûté. Cela demande plus de courage que n'importe quel diplôme. Merci, papa. Ça compte beaucoup. Et Julien, ta mère serait fière aussi. Elle disait toujours que tu avais quelque chose de spécial, quelque chose qui ne pouvait pas s'apprendre en classe. On dirait qu'elle avait raison. En y repensant maintenant, 5 ans après cette fête de promotion, je réalise que Caroline m'a rendu service. Pas intentionnellement, évidemment, mais en me poussant à ce point de rupture. En m'humiliant si complètement, elle m'a forcé à choisir, soit accepter sa définition de l'échec, soit lui prouver le contraire, soit me rabaisser pour correspondre à ses attentes, soit devenir qui j'étais vraiment. J'ai choisi la croissance. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi d'arrêter de m'excuser d'être le décrocheur dans le garage qui croyait pouvoir changer une industrie. Et au final, ce choix a fait toute la différence.
Mon entreprise vaut maintenant plus de 185 millions d'euros. Nous employons 300 personnes dans 4 bureaux. La technologie que nous avons construite est enseignée dans les écoles de commerce comme une étude de cas en innovation. Et je suis toujours le même décrocheur qui a commencé à coder dans son garage, juste avec de meilleures ressources et des gens qui croient vraiment en la vision. Parfois, je repense à cette nuit à l'hôtel Le Grand Panorama, à Caroline debout à ce pupitre annonçant son plan pour racheter mon entreprise, en faillite, à quel point elle était confiante, certaine, à la façon dont 200 personnes avaient applaudi sa sagesse, son pragmatisme, sa capacité à gérer les situations difficiles. Et puis je pense au lendemain matin, à l'expression sur son visage quand elle a réalisé qu'elle avait eu tort sur tout, au moment où elle a compris que son MBA d'HEC ne l'avait pas préparée à la leçon la plus importante en affaires et dans la vie. Les personnes que vous sous-estimez sont souvent celles qui finissent par changer le monde. Je m'appelle Julien Morin. Je suis un décrocheur universitaire qui a bâti une entreprise technologique dans son garage pendant que sa femme diplômée d'une grande école disait à tout le monde que j'étais un échec. Et j'ai appris que parfois, le plus grand cadeau que quelqu'un puisse vous faire est son manque total de foi en vos capacités, car cela vous force à cesser de chercher son approbation et à commencer à vous prouver quelque chose à vous-même. À tous ceux qui regardent cette histoire et à qui on a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, qui ont été méprisés, qui ont été rabaissés par des personnes aux qualifications impressionnantes et à la confiance absolue, souvenez-vous de ceci, les diplômes mesurent ce que vous avez appris des autres. Le succès mesure ce que vous avez appris de vous-même. Et l'avenir appartient aux personnes assez courageuses pour faire confiance à leur